Voilà, première question, effectivement, on m'a demandé quels sont les acquis nécessaires pour commencer. Et je pense que vous êtes une bonne illustration à travers ce que j'ai entendu de vos projets. C'est qu'il faut déjà avoir quelque chose à dire. Ça paraît con, hein, mais ça sert à rien de partir dans un film si on n'a rien à dire. C'est-à-dire que la motivation première pour faire un film, c'est bien d'avoir quelque chose à partager, et c'est pas de faire un film en lui-même. Donc, en fait, dans les acquis, ça va être un peu, encore une fois, une réponse de Normand, mais bien sûr, je pourrais dire, avoir du matériel, mais c'est pas vrai. On peut faire un film sans avoir de matériel, en tout cas à soi. Avoir fait des études, appris, etc. C'est pas le primordial. La première chose, tu vois, je connais beaucoup de gens qui ont fait des films, alors que, comme vous, je ne connais pas tous, mais par exemple Laura, qui est pas du tout dans l'audiovisuel à l'origine, effectivement, beaucoup de gens viennent de différents horizons pour faire un film, et c'est ça qui est intéressant dans le documentaire. C'est que chacun a son profil propre et son parcours propre. Donc, première chose, avoir quelque chose à dire. Ensuite, il faut clairement une motivation à toute épreuve. Peut-être que vous avez déjà pu expérimenter ça, et Oui. malheureusement, ça va se confirmer. Si vous y croyez pas à 1000%. Ah, bonjour Mourad. Salut. Tu vas bien? Bonjour. Ouais, ça va. Salut. J'ai juste chopé le Covid, mais bon, ça va. Ah, bon. Ouais, je mets le masque. Est-ce que tu as un lien idée pour rentrer en Zoom? Non, c'est pas par Zoom, là, c'est directement hébergé sur Internet, là. D'accord, ok. Je vais essayer de recopier le lien. Mais t'es bien, là, t'es avec nous. Ouais, ouais. Là, je vois 2 personnes. Attends. On est combien? Alors, j'ai une vingtaine d'inscriptions, et là, vous êtes 5. Ok. Je vois pas tout le monde. C'est normal? Ouais, c'est normal, moi j'ai pas mis la vidéo là. Je suis en coloc et j'ai pas mis la vidéo. D'accord. Ok. Donc, je reprends. Donc, Mourad, la question, c'est quels sont les acquis nécessaires pour commencer? Donc, premièrement, avoir quelque chose à dire, ça, Mourad, tu le sais, on en a déjà parlé. Une motivation à toute épreuve. Donc, comme je vous disais, si vous y croyez pas à 1000%, les autres vont pas y croire. Et la problématique, c'est de convaincre, expliquer quel est son projet, et que ce projet doit exister, et que ce film doit se faire. Donc, il faut bien vous armer à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, se préparer à devoir convaincre. Et puis, évidemment, effectivement, se former, accepter de se former, et puis passer à l'acte. Mais se former, ça veut tout dire et pas grand-chose, parce que se former à quoi? Ça dépend de vous, en fait. De la façon dont vous voulez travailler. Il y a des réalisateurs, hein, même professionnels, qui gagnent leur vie avec le documentaire, qui ne touchent pas à une caméra. Donc, c'est pas une obligation. Former à la technique, je dirais. Donc, il y a des réalisateurs qui ne touchent pas une caméra, qui ne montent pas, qui font rien, qui ne prennent pas le son, voilà. Donc, ça dépend de vous. Et puis, il y en a qui ont ce besoin de maîtriser l'ensemble. Ou il y a par exemple, des réalisateurs ingénieurs du son. C'est rare, mais ça existe. Ou monteurs. On n'est pas obligé non plus de tout maîtriser. Par contre, il va falloir se former un minimum à la réalisation. En tout
tout cas à tout ce qui va vous permettre d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Et là, il y a 1000 façons de se former. Là aussi, ça dépend de vous. Ça dépend d'où vous venez et où vous voulez aller. Donc, bon, voilà. Voilà, je ne vais pas épiloguer plus que ça, mais donc en fait, en résumé, comme je disais au départ, il n'y a pas d'acquis particulier pour se lancer dans le documentaire. On vient avec qui on est, et c'est ça qui fait tout l'intérêt, et il faut avoir confiance en soi et confiance en ce qu'on a à dire. Voilà, très bien. Vous avez des questions par rapport à ça? Des réactions? Non, pas particulièrement. Non. Ça C'est va, clair. vous en souffrez, vous, de ce genre de choses à partir de l'étape où vous en êtes? Vous avez des difficultés? Je crois que se préparer à devoir convaincre, je l'ai pas, comment dire? C'est comme si c'était pas encore l'étape que j'avais. J'y pense pas encore. D'accord. Parce que je suis pas encore sur le terrain et j'ai besoin, je pense, de voir le terrain, de vivre un peu avec les gens, avant de. Déjà, jamais, par exemple, moi je viens de sociologie et donc du coup, j'aimerais coupler ce que j'ai vu en socio avec le médium du documentaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer comme ça, qui passeraient pas du tout sur un mémoire ou même une thèse. Et du coup, sur ce truc de devoir convaincre, j'aimerais vivre avec eux un moment avant de limite de sortir la caméra. Et bien sûr, je mettrais, je pense, j'attendrai un mois avant de vouloir la sortir. Et j'ai parlé avec celle qui faisait le documentaire et elle était prête à faire 4 ou 5 jours dans ces camps. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, mais on n'a pas du tout le même laps de temps en fait. On n'a pas prévu du tout le même laps de temps. Ouais. Mais donc, je me suis dit, est-ce que c'est réaliste un mois, est-ce que c'est trop ou est-ce qu'il faut moins justement? Je ne sais pas. Mais si tu veux convaincre, ça commence dès là. Hein. C'est-à-dire que dès que tu vas faire tes repérages, dès que tu vas commencer à aller voir les gens, déjà, il faut que tu leur expliques ce que tu veux faire et les convaincre que tu es la bonne personne, qu'il faut qu'ils travaillent avec toi. Enfin, ça commence dès le départ. Hein. Bien. On va continuer. Donc là, j'ai une question technique. Comment faire des images SAP quand on ne peut pas utiliser un trépied? Ou par extension, tout outil qui permet d'avoir une image stable. Bon, rapidement, je vais donner quelques astuces. Si vous n'avez pas de trépied, peut-être que vous avez la possibilité d'avoir un monopode. C'est comme un trépied, mais avec un seul pied. C'est plus léger, c'est plus rapide. Voilà. Maintenant, si vous n'avez rien du tout, trouvez un support, une table, une chaise. Quand on est dans la nature, un caillou, une branche, ce que vous voulez. Il y en a qui utilisent, mais enfin, il faut se le trimballer, un petit sac de sable, parce que ça permet, quand vous posez quelque part, de l'aplatir et d'avoir une surface plane. Enfin, voilà, de pouvoir faire la bulle, en fait, parce que quand on met ça sur un caillou, on n'a pas forcément une image droite. Voilà, donc le sac de sable, c'est une bonne astuce. Par contre, il faut absolument filmer au grand angle. Voilà, vous savez tout ce que c'est un grand angle? Oui. Une focale large. Ouais. Parce que ça va faire 80% du boulot, hein, c'est-à-dire que ça va amortir tous les mouvements. Donc plus vous avez la possibilité d'avoir un objectif grand angle quand vous les filmez à la main, mieux c'est. Et pas essayer faire ça avec un tel objectif, ça sert à rien. Personne ne sait filmer de manière stable avec un tel objectif. Si vous avez un objectif stabilisé, la plupart maintenant des objectifs aujourd'hui sont stabilisés, c'est-à-dire qu'en interne, ils ont un système de stabiliser. Évidemment, vous l'activez, vous l'utilisez. Utilisez une creuse d'épaule, c'est-à-dire que
il faut éviter d'avoir la caméra à la main au point. Hein. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de DSLR ou de caméras point. Et c'est pas fait pour ça, en fait, pour avoir une stabilité. On est beaucoup plus stable en ayant une caméra à l'épaule. Donc là, ça veut dire utiliser des accessoires qui peuvent être coûteux, mais... Et puis sinon, c'est apprendre à filmer à la main, alors en imaginant que vous avez la caméra à l'épaule. Donc la posture, en général, on essaie de coller les bras contre le corps pour avoir une stabilité. Et puis on adopte ce qu'on appelle la marche ninja, c'est-à-dire souple sur les jambes. Et puis on essaie de contrôler sa respiration pour éviter les mouvements dus à la respiration. Voilà. Maintenant, je ne saurais que trop vous conseiller. D'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus, à utiliser un trépied. Voilà. La tendance est un petit peu trop à essayer de s'en passer. Alors que dans bien des cas, il n'y a pas de raison de s'en passer. Voilà, on va passer rapidement là-dessus. Pour attaquer des questions un petit peu de fond. Je peux te poser une question, Benjamin? Oui, bien sûr. Dis-moi, est-ce que tu as une caméra en particulier qui pourrait être plus adaptée au documentaire ou... Non, enfin, comme je viens de le dire, le mieux, c'est une caméra d'épaule, si tu veux. Si tu as la possibilité, parce que souvent, effectivement, en documentaire, malgré ce que je viens de dire, on peut être souvent amené à devoir filmer à l'épaule, plus qu'en fiction. Maintenant, il n'y a pas de caméra particulière, hein, donc oui, l'idéal, c'est ce qu'on appelle une caméra ENG, hein, donc de reportage, en fait. Mais ce qu'il faut, c'est une caméra que tu maîtrises. En premier lieu, c'est ça. Et puis, si possible, de bonne qualité. Mais à un moment donné, on fait avec ce qu'on a. Si tu veux, le matériel, c'est important, bien sûr, mais c'est pas le plus important. Alors après, ça dépend de la finalité. C'est-à-dire que si tu veux diffuser sur Netflix ou sur Arte, ils ont des exigences techniques minimum qui font que si tu les respectes pas, tu es disqualifié, si tu veux. Mais sur le contenu propre de ton documentaire, ça n'a normalement pas d'incidence. Tu pourrais, certains le font d'ailleurs, tourner avec ton téléphone. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus aussi parce qu'il y a quand même des choses à dire, mais voilà, faut pas trop se focaliser sur la caméra. Souvent, on fait avec ce qu'on a. Moi, j'ai fait plusieurs films à une époque où j'avais pas trop de sous avec un DSLR à 500 € que j'ai toujours. Je peux vous montrer. Hein. Voilà. Avec juste ça, c'est un petit Sony A6000. Ouais. Bon, HD, hein, mais pas 4K. Et ces films ont été diffusés sur des chaînes nationales. Voilà. C'est pas. Voilà. Maintenant, plus tu as une caméra qui est une bonne qualité, mieux c'est. Et plus tu as de possibilités aussi de connecter du son, etc. Parce que là, sur la petite, on peut connecter du son, mais c'est pas l'idéal. Enfin, voilà. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. D'accord. Ça dépend des moyens qu'on a et de ce qu'on va faire. Il ne faut pas que ce soit un frein. Voilà. Après, il faut se donner au minimum les moyens de ses ambitions. Alors, des questions juridiques. Ça revient de temps en temps. Quels sont les droits sur le film du réalisateur et du producteur, respectivement, hein. Le réalisateur, quels sont ses droits sur un film? Bien entendu, c'est lui qui possède les droits d'auteur.
Euh, alors, les droits d'auteur, hein, il y en a, pour faire simple, hein, je peux faire un cours juridique, d'abord parce que c'est chiant, et ensuite parce que je ne suis pas forcément le mieux placé, enfin, je ne suis pas juriste. Mais en gros, pour faire simple, il y a deux types de droits d'auteur. Il y a les droits qui sont des droits en fait d'exploitation, qui ceux-là sont cessibles, on peut les céder à quelqu'un, et en général on les cède au producteur. Et puis il y a les droits qui sont ceux-là complètement incessibles, qui font que vous avez la paternité du film, on ne peut pas vous la retirer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas céder, qu'on ne peut pas. Et donc, aucune modification ou aucune utilisation, même autre que commerciale, ne peut être utilisée sans votre consentement. Donc, on ne peut pas modifier l'œuvre, on peut pas. Enfin, voilà, en tant que réalisateur, c'est complètement votre paternité. Le producteur, bon, je ne m'étale pas sur le réalisateur, parce que je pense que vous savez à peu près quand même les droits qu'il y a, mais le producteur, c'est souvent un peu plus compliqué à comprendre. Il a en général les droits d'exploitation, donc, qui ont été cédés par le réalisateur. Donc, si un producteur n'a pas le droit d'exploitation, je ne vois pas ce qu'il a. C'est-à-dire que c'est son fonds de commerce, donc il a donc la possibilité. Alors en général, c'est limité dans le temps, mais c'est long, quoi. Hein. En général, on part sur 10, 20, 30 ans. Hein. Mais c'est ce qui va lui permettre d'exploiter commercialement le film, de le vendre. Voilà. Bien entendu, il y a un accord avec le réalisateur qui fait qu'il va toucher aussi des subsides par rapport à cette exploitation. En fait, pour faire très simple, pour faire rapide, en général, il est défini dans un accord, dans une convention, une rémunération. Alors, il y a une rémunération au titre technique du réalisateur, de sa prestation technique, et au titre des droits d'auteur, qui en fait c'est une avance sur les droits d'auteur, parce que les droits d'auteur, normalement, on les touche via les sociétés d'auteurs. Quand elles existent, dans les pays où elles existent, et quand c'est dans le système. Sinon, il y a d'autres moyens pour l'auteur d'être rémunéré. Mais... Voilà. Donc le producteur, en tout cas, normalement détient ses droits d'exploitation sous contrat avec l'auteur. Donc il faut bien comprendre que le film lui appartient. Je ne sais pas si vous comprenez bien la nuance, hein, c'est-à-dire que la paternité reste au réalisateur, mais la propriété est au producteur, au moins pour la durée des droits d'exploitation. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Oui. Ouais, c'est clair. Alors, justement, quelle est cette répartition entre les deux? Donc, là aussi, finalement, c'est assez simple. Le réalisateur, il réalise. Ça paraît évident. C'est-à-dire qu'il fabrique le film. Il est en charge de la fabrication du film. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est décisionnaire sur les questions artistiques, en tout cas en France. Ça peut varier selon les pays. Il y a des pays où la notion d'auteur est plus ou moins valorisée, j'ai envie de dire. Par exemple, aux États-Unis, c'est moins évident. La présence, voilà, la suprématie un petit peu des producteurs est peut-être un peu plus forte. En France, on a une tradition d'auteur, de créateur. Voilà.
Le producteur, lui, il trouve et gère le budget du film. En général, c'est pas lui qui finance. Il y a peu de producteurs qui ont des moyens financiers pour amener la totalité du financement. Donc en fait, il va faire un montage financier, c'est un espèce de VRP qui va trouver le client. En fait, il met en relation un projet porté par un réalisateur et un diffuseur. Et il va faire comme ça la relation entre tout ça. Il est donc forcément décisionnaire sur toutes les questions financières et en gros sur toutes les questions qui ont attrait à la fabrication du film, quand le réalisateur, lui, il est sur les choix artistiques, on va dire. Évidemment, après, c'est pas aussi simple que ça. D'abord, ça dépend des producteurs. Il y a des producteurs qui s'engagent beaucoup plus dans la partie artistique, dans la partie création. Et il y a un échange avec le réalisateur. D'autres sont sont moins engagés. Il y a autant de profils de producteurs qu'il y a de producteurs. Donc, ça dépend aussi. C'est pour ça que c'est vraiment c'est vraiment une espèce de mariage qu'il faut créer à chaque fois, et que ça peut le faire avec un producteur et pas avec un autre. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas bien ou autre, c'est juste qu'ils ne sont pas forcément faits pour fonctionner ensemble. Parce que en tout cas, c'est un partenariat qui nécessite une confiance mutuelle. Et il faut pouvoir se dire les choses, il faut pouvoir, voilà. Le producteur est amené souvent à dire non. C'est un peu comme des parents qui doivent dire aux enfants non pour leur bien. Parce que le producteur, il a ce qu'on appelle la garantie de bonne fin. C'est-à-dire que c'est lui qui est responsable du fait que le film arrive à son terme. Vis-à-vis du diffuseur, en tout cas. C'est ce qu'on appelle un producteur exécutif. Donc forcément, pour que le film puisse se faire, il y a des fois, il est obligé de dire non. Et puis, il y a aussi des fois où il est force de proposition pour le réalisateur. Voilà, moi, il m'est arrivé de dire à un réalisateur, écoute, moi, je te propose qu'on fasse de telle manière, tu ne l'avais pas prévu comme ça va me coûter plus cher, mais ça sera plus profitable au film. C'est aussi le rôle du producteur. Voilà, et on n'est pas là que pour faire des économies. On est là pour essayer de faire en sorte que le film se fasse du mieux possible et qui corresponde le mieux possible à ce que veut faire le réalisateur, mais qui puisse se faire. Et donc il y a des fois, il faut dire non, écoute, là ce que tu me demandes, ça va. Parce qu'il y a des fois, ça m'est arrivé, pour peut-être 10 secondes d'image qui sera dans le film, on me demande de dépenser un tiers du budget du film. Dans ces cas-là, on ne peut pas, quoi. Parce que sinon, le film ne se fait pas au final. Voilà. Donc, c'est pas comme on a pu me demander, c'est pas le producteur qui sort de l'argent de sa poche et puis qui le donne au réalisateur. Non, le producteur, il va faire un montage financier, trouver de l'argent et il va gérer ce budget-là pour faire en sorte qu'on arrive à faire le meilleur film possible. C'est un gestionnaire. Il va effectivement aussi organiser les tournages, enfin toute la partie logistique et toute la chaîne de production du film. Enfin voilà, de sorte que le réalisateur, normalement, est libéré de toute contrainte, de toutes ces astreintes-là et se concentre sur sa création. Normalement, l'idée, c'est ça. Parce qu'il y a déjà fort à faire. Voilà, des questions là-dessus ? Ouais. Juste parce que moi, j'aimerais pas filmer, etc. J'aimerais que ce soit quelqu'un qui le fasse. Et dans ce cas-là, je suis quand même réalisateur ? Oui. Ah, ok. C'est l'auteur. Un réalisateur, c'est d'abord un auteur.
Ah, ok, ok. Et puis, c'est un peu comme un chef d'orchestre, si tu veux. Enfin, pas un chef d'orchestre, parce que le chef d'orchestre, c'est plutôt le producteur, mais Ouais, euh, ok. en tout cas, tu seras celle qui prendra toutes les décisions artistiques liées au film. Ouais, Euh, je vois. Tu vas dire à ton cadreur, filme-moi ça, filme telle scène, filme telle personne, non, ça m'intéresse pas, filme plutôt ça. Ah oui, je vois. Ok. Pareil avec ton monteur, tu vas expliquer à l'ingénieur du son ce que tu as envie d'entendre, ce qui est important pour toi. Enfin voilà, tu vas mener le chantier du film si tu veux. Ouais, un peu comme j'avais fait un clip vidéo musical là, que je viens de sortir sur ma chaîne YouTube, c'était un peu ça en fait. En gros, moi j'avais une idée en tête, j'avais toute l'idée, le synopsis, tout ça, et après c'est lui qui me disait un peu ce qui était possible et comment. Voilà. Ok. Tu portes toute la conception artistique du film, la vision du film, voilà. Ouais. Et voilà. Ok. Donc un réalisateur n'est pas forcément, c'est considéré comme un technicien, un réalisateur, hein, mais c'est pas forcément un technicien au sens où c'est un cadreur, où voilà, c'est un technicien parce qu'ils doivent mettre en œuvre des techniques pour faire le film. Ouais. Mais t'es pas obligé de maîtriser l'outil en fait. Ah ouais, je vois bien. Comment s'agence un peu un film documentaire. Ouais. C'est ça qu'il faut. Comment j'ai envie de le mettre en agencement pour que ça fasse bien cohérent. Enfin, je vois le truc. C'est toi qui portes la vision, c'est toi qui as le message, c'est toi qui as quelque chose à dire. Ah ouais. Donc, oui, voilà. Ouais. Ok. Voilà. Alors, si on continue. Alors, est-il possible d'avoir une estimation du coût d'un film documentaire? Ça, c'est des choses qui vous intéressent en général. Alors, je vais vous donner des chiffres, mais ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. D'abord, effectivement, c'est très variable. On peut faire des films à tous les prix. Tout dépend, effectivement, où est-ce que vous allez. Si vous faites le tour du monde, ça va vous coûter plus cher que si vous allez tourner au coin de la rue, évidemment. Donc, ça va dépendre des sujets. Du genre documentaire, il y a des genres documentaires qui sont plus coûteux que deux. Si vous faites du docu-fiction, ben, vous allez vous rapprocher des coûts de la fiction, même si on n'y arrive pas forcément. Mais donc c'est vraiment très variable et c'est difficile à estimer. Ceci dit, moi j'ai vu une étude qui date de 2017 où en fait ils ont été interrogés, des producteurs, et il en sort que le coût moyen d'un documentaire serait entre 120 000 et 150 000 euros. Ça me paraît cohérent. Moi j'ai regardé par rapport à ce que j'ai produit et j'étais en général entre 80 000 et 200 000 euros, vous voyez, donc on est dans la fourchette. Mais après, ça, c'est des chiffres, ça peut vous paraître énorme. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a 150 000 en cash. Le budget d'un film, c'est quelque chose qui comprend toute la valorisation possible du film. Vous pouvez très bien avoir, et en général c'est comme ça, des éléments qui sont en industrie. Par exemple, si vous devez voyager, vous pouvez peut-être avoir un accord avec une compagnie aérienne pour avoir des billets. Souvent, pour les compagnies aériennes, en échange du fait qu'ils pourront avoir le film après sur la télévision du bord, ou d'autres accords possibles. Je sais pas, hein, pareil que les hôtels, pareil. Voilà. Donc, on arrive souvent comme ça à avoir une partie du budget sans devoir sortir du cash. Il y a l'apport du producteur lui-même, parce que le producteur amène de l'argent, mais souvent il amène de l'industrie, c'est-à-dire qu'il va amener ses frais généraux, son personnel. Tout ça c'est valorisé et donc ça finit par faire un budget important. Maintenant, il faut un peu de cash évidemment, et donc là la proportion de cash et tout ça, ça va dépendre du projet du film. Vous pouvez aussi très bien dire,
Tout le monde apporte son salaire aussi en participation. Parce que ce qu'on veut, c'est faire le film et puis on ne gagne pas de sous. Malheureusement, ça arrive. Hein. Ça arrive assez souvent, pas gagner d'argent avec un documentaire. La difficulté étant déjà de ne pas en perdre. Moi, c'est mon objectif premier, c'est de ne pas en perdre. Après, si j'en gagne, tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc c'est des gros montants, mais après, on peut très bien faire un film si je dirais, on paye personne et qu'on le fait au coin de la rue pour pratiquement pas grand-chose, quoi. On se fait prêter du matériel, ou, enfin voilà, il y a toujours le système D, ça existe toujours, mais sachez quand même que ces chiffres sont à peu près ceux qui existent. C'est effectivement à peu près le coût moyen, quoi. Et donc, qui finance à partir du moment où on a déterminé ce budget? Les sources de financement, elles sont variées, ça dépend aussi des pays. On n'a pas tous les mêmes guichets. En ce qui concerne la France, les guichets qu'on peut observer, c'est que de toute façon, le diffuseur amène un certain pourcentage. C'est généralement entre 30 et 40%, mais bon, là aussi, ça peut varier. Hein, mais ça dépend quel diffuseur. Il y a des grandes disparités entre les diffuseurs. Ceux qui payent le mieux étant les plus difficiles à accrocher, évidemment. Évidemment, le CNC est une source de financement, sachant que le CNC ne donne que si vous avez un diffuseur. La région, ils ont des budgets pour ça. Il existe différentes caisses aussi. Là aussi, ça dépend où vous êtes. Et par exemple, la ProCirep, c'est une caisse. Alors, c'est des caisses qui sont alimentées par la production de films. Hein. ProCirep, c'est une caisse de producteurs. Voilà, il y en a d'autres, il faut se renseigner. Le producteur, comme je vous disais tout à l'heure, lui-même amène souvent du financement et souvent, comme je disais, en industrie. On peut aussi envisager des coproductions internationales, notamment quand on tourne à l'étranger. Et ça permet d'avoir aussi de mutualiser des budgets. Et puis après, il faut être un peu créatif des fois pour aller chercher de l'argent. Il y a possibilité parfois d'avoir des sponsors, de s'adresser à des fondations. Ça dépend de votre sujet aussi. Hein, mais on arrive à, en tout cas, avoir des financements complémentaires pour boucler un budget avec ce type de financement. Reste que parfois, le financement participatif, les plateformes participatives peuvent apporter aussi du financement. C'est pas facile à faire. C'est beaucoup de boulot. Et tous les sujets s'y prêtent pas. Parce qu'il faut que les gens... en fait, il faut qu'il y ait une communauté derrière. Ouais. Vous puissiez mobiliser une communauté. Donc, si c'est un sujet avec une forte communauté, vous allez pouvoir peut-être les mobiliser. Sinon, c'est pas évident, mais ça existe. Il y a des films qui se font comme ça. Voilà. Après, il y en a peut-être d'autres. Hein, c'est pas exhaustif. Ça dépend des pays. Ça dépend. Et puis ça dépend. Il faut être créatif des fois pour trouver de l'argent. Hein, voilà. Comme tout projet finalement. Hein, il y en a qui vont vendre des gâteaux ou des poulets pour de l'argent. Bon, pas évident de faire ça pour un film documentaire, mais bon, pourquoi pas. Alors, toujours dans les questions juridiques, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Évidemment, tout ce qui concerne le respect du droit à l'image. Alors, le droit à l'image, on pense forcément aux personnes, ça c'est évident. Il ne faut pas oublier non plus les objets. Alors, quand je dis objets, par exemple, ça peut être des tableaux, si vous filmez des tableaux.
il y a un droit d'auteur sur les tableaux, un droit d'image. Alors, droit à l'image, c'est ça, hein, c'est soit un droit d'auteur, donc en ce qui concerne les tableaux, l'architecture. Par exemple, on peut théoriquement pas filmer la Tour Eiffel et l'utiliser de façon... si vous voulez la filmer pour vous, oui, mais si pour un film commercial et un documentaire, quand il est diffusé, c'est un film commercial, vous n'avez pas le droit sans autorisation et sans payer. Oh là, c'est n'importe quoi ce truc. Sérieusement, quoi. Et alors, à qui on paye justement Il faut contacter la société Tour Eiffel. Hein. Et pour l'Arc de Triomphe, pareil. Les illuminations de la Tour Eiffel sont protégées par le droit d'auteur. Ok. Mon Dieu. Après, il faut voir au cas par cas. Hein, l'adoption, je ne sais pas, mais il faut se renseigner auprès des autorités. L'Arc de Triomphe, il ne doit pas y avoir de société privée. Donc ça doit être la mairie de Paris ou ok. non, on ne sait quoi, mais bon. Et puis il y a le droit à l'image des personnes, c'est-à-dire le droit de disposer de leur image. Donc évidemment, quand vous filmez quelqu'un, il faut avoir son consentement. Attention aux enfants aussi, c'est particulier. Hein. Donc en théorie, à chaque fois, vous devez avoir des formulaires de droit à l'image et faire remplir. Après, il y a des cas particuliers, c'est-à-dire des exceptions quand vous filmez dans un lieu public, c'est-à-dire dans la rue, Oui. et de façon large, vous ne filmez pas précisément une personne en gros plan. Vous pouvez, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Oui. Voilà. Et Benjamin, oui. Une cathédrale, une église, comme le Sacré-Cœur par exemple. Le Sacré-Cœur, c'est pareil, c'est un bâtiment. Une église lambda, en général, tu n'auras pas de problème. Le Sacré-Cœur, c'est un bâtiment symbolique, donc faire attention. Ouais. Bon, après, ça c'est propre, juste comme Europe. Comment? Il est trop loin de son haut-parleur. On t'entend pas bien là. Attends. Tu m'entends? On parle fort. Là c'est mieux? T'es un peu loin. On t'écoute. Oui, je te disais, est-ce que ça s'applique qu'en Europe? Alors, le droit à l'image peut être différent selon les pays, mais en général, il est différent plus dans l'application que dans le concept. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est à peu près mondial. Maintenant, je ne connais pas toutes les législations, hein, mais le droit de propriété est en général un droit assez international. Bon, il faut après il faut être cohérent hein, et avoir un peu de bon sens. C'est pas parce que vous faites un plan en passant, je veux dire même la Tour Eiffel, on va pas pour un documentaire forcément venir vous chercher des poux. Voilà. Maintenant, si vous insistez bien, vous montrez bien la Tour Eiffel, faites un plan de 15 secondes, vous le mettez 5 fois dans le film. Là, c'est clair. Voilà. Donc c'est souvent hein, le droit, c'est une question de bon sens. Mais bien penser que les gens, en tout cas, ils sont détenteurs du droit de leur image personnelle et que c'est toujours mieux d'avoir leur consentement. Ah oui. Et une question aussi, quand on interviewe une personne, cette personne-là, on doit la payer aussi? Ou elle le fait de manière gratuitement? Elle touche pas de l'argent si le film est produit derrière, non? Il n'y a pas d'obligation. Ah, ok. Tu peux la production. Tu peux la payer, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation. C'est pas un travail, hein, il n'y a pas de contrat de travail. Ok. Personnellement, moi, quand les gens me demandent de l'argent pour les interviewer,
je freine des cas de fer et souvent je refuse. Et tant pis, je n'ai pas la personne. Parce que justement, ça devient une prestation et ça n'est plus. Ouais. On n'est plus dans une réalité documentaire. Ouais. Après, si c'est un spécialiste et que tu l'interviewes comme tel et que effectivement du coup il t'amène un savoir-faire et que quelque part c'est aussi son métier que de transmettre ce savoir-faire, donc c'est normal qu'il le monnaie, pourquoi pas? Ouais. Tu vois, il y a, ça dépend. Tu fais un film, on demandait à une troupe de danse de faire une prestation pour illustrer le film. Bah, ces gens-là, évidemment, on les a payés. Ouais. Voilà. Donc, dans certains cas, ça peut se justifier, mais en règle générale, moi, j'aime pas trop. Et si, par exemple, bah, votre personnage principal dit ouais, moi, je veux bien que tu me filmes, mais ça va être temps, bah, moi, je dis non, quoi. Hein, Ouais. j'ai déjà eu le cas où je devais suivre une équipe sportive. Au début, ça allait, et puis au bout d'un moment, ils ont commencé à parler d'argent. Bah, j'ai fui et j'ai été voir leurs concurrents, puis c'est tout. Ouais. Parce que ça modifie tous les rapports, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, en fait, c'est toujours ça. Il faut toujours se poser cette question-là. Hein. Est-ce que ça va me permettre de faire le film que je veux faire ou ça va avoir un impact? Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que je peux le remplacer par autre chose, quoi? Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi il faut respecter tous les droits en fait. Donc, respecter le droit d'auteur en ce qui concerne la musique, les photos, tout ça, bien entendu. Hein, donc, bien se renseigner sur les droits que vous avez à payer. Si votre histoire est l'adaptation d'un livre aussi, voilà. Et c'est compliqué. Je ne vais pas vous donner toute la réponse parce que c'est encore souvent des questions que je me pose parce que c'est compliqué et souvent il faut faire appel à un spécialiste du droit. Donc, c'est pas toujours ça. Il faut évidemment aussi s'inquiéter d'avoir toutes les autorisations administratives. Bah, quand vous filmez dans un lieu, quand vous filmez, par exemple, vous voulez filmer au Sacré-Cœur, même sur le parvis, sans doute qu'il faut avoir des autorisations. Ouais. Bon, voilà, donc bien s'inquiéter de ça aussi. Et puis, si possible, avoir les assurances qui vont bien. Faites ce que je dis et pas ce que je fais parce que c'est pas toujours mon cas, mais normalement, vous devez être assuré au niveau de votre matériel, vous devez avoir une responsabilité civile. Hein, voilà. Donc ça, voilà. Et après, il y a sans doute d'autres choses à savoir sur le plan juridique. Encore une fois, je suis pas juriste, mais et puis ça dépend. Il y a des cas particuliers, en fonction de. Au sujet de l'assurance. Du statut de la personne aussi. Du statut de l'entreprise. Si c'est une auto-entreprise, une société, on n'a pas les mêmes. Non, mais enfin, une RC sera toujours sans doute nécessaire. La RC Pro en auto-entreprise, elle est obligatoire que dans certains domaines, pas tous. Faut regarder. Okay. Et après, là aussi, si les gens créent des. Voilà. Ouais. Et là aussi, selon les pays, les législations peuvent être différentes. Donc, il y a différentes. Et pour une association, Benjamin, une association pourra avoir justement cette assurance pour les personnes qui l'interviewent. Je pense qu'une association peut souscrire une RC aussi. Hein, donc, moi, j'ai une association, mais j'ai pas de. Enfin, c'est pas obligatoire normalement en France. Non, c'est pas obligatoire. Oui. Mais quand tu fais un événement, il faut que tu aies une assurance, par exemple. Si tu fais un événement, il faut absolument en avoir une. Oui, effectivement. Oui, si, tu as raison. Ouais. Parce que moi, je faisais pas ça. Mais si, tu as raison. Si tu fais un événement, oui, tu dois avoir une responsabilité civile professionnelle. Ouais. Oui, tu as raison. J'avais fait une avant-première, il fallait absolument avoir l'assurance dans le cinéma. Oui. Moi, je faisais pas ça. C'était que du théorique. Ouais. Ok. Super. Voilà, en tout cas, il faut bien se renseigner en fonction de ce qu'on a à faire, des obligations qu'on a. Ou de ce qu'il est souhaitable de faire, parce que même une assurance n'est pas toujours obligatoire, mais c'est parfois souhaitable. Ouais. Voilà.
Personne ne vous oblige à assurer votre matériel, mais ça peut être souhaitable. Voilà. Tout dépend aussi des possibilités d'assurance que vous avez. Il y a des fois où l'assurance coûte tellement cher que ça n'a pas de sens à voir. Après, il ne faut pas non plus voilà, faut pas non plus flipper. Hein, là aussi, c'est du bon sens. Et puis, pas se dire, oh là là, c'est trop compliqué, il y a trop d'obligations juridiques. Moi, je bouge pas. Finalement, on s'adapte. Hein, toujours moyen de s'adapter. Alors, continuons. Le tournage. Là aussi, on me demande quel équipement et quel effectif. Donc, toujours ma bonne réponse de Normand, c'est variable. Parce que, bah oui, là aussi, ça dépend de votre projet. Il y a des projets qui vont nécessiter des équipes lourdes. Et puis, des projets où c'est même souhaitable d'être en équipe réduite, voire très, très réduite. Voilà. Alors, une équipe, de façon générale, c'est qui? C'est quoi? Pour moi, une équipe documentaire, c'est entre 5 et 5 personnes. C'est-à-dire, il faut évidemment un réalisateur, un cadreur, un ingénieur du son. Voilà, je les ai mis en couleur parce que c'est pour moi un petit peu le trio de base. Après, vous pouvez rajouter un deuxième cadreur. Ça marche pas mal en documentaire d'avoir 2 caméras. Comme les choses sont censées se passer qu'une fois. C'est intéressant de pouvoir les filmer sous 2 axes. Vous allez souvent avoir besoin d'un fixeur quand vous êtes surtout en déplacement, vous êtes à l'étranger ou même dans une région que vous ne connaissez pas. Enfin, vous avez besoin de quelqu'un qui est là en amont, qui connaît les lieux et qui va vous amener tous les éléments et va faciliter le tournage. Souvent, il peut partir en amont pour préparer le tournage. Voilà. Parce que souvent, quand vous avez une grosse équipe, c'est intérêt à rouler, quoi. Hein. Vous pouvez pas. Faut que quand on arrive, on puisse filmer, qu'on n'ait pas des soucis à régler. Et puis, vous pouvez avoir des assistants, aussi bien à la caméra qu'à la réalisation. Là aussi, l'assistant réalisateur peut être un facilitateur de tournage. C'est lui qui peut aussi aller faire en sorte d'avoir toutes les autorisations, les formulaires d'autorisation de droit à l'image, par exemple. Ou quelqu'un qui va vous aider à gérer le matériel. Ça peut être une personne qui fait les deux. Enfin, voilà. Mais souvent, ça va être plutôt ce trio-là, réalisateur, cadreur, ingénieur du son, voire que 2 personnes, parce que souvent, le réalisateur est cadreur. Encore une fois, on l'a vu, pas forcément et pas toujours. Mais c'est souvent le cas, donc à ce moment-là, on n'est que 2. Ou alors, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un réalisateur cadreur et un deuxième cadreur, plus un ingénieur du son. Donc, ça fait toujours 3 personnes. Mais on a 2 caméras, donc ça marche pas mal. Dans certains cas aussi, vous pouvez avoir l'ingénieur du son qui est réalisateur. C'est rare, mais ça arrive. On a un exemple d'un grand monsieur qui s'appelle Frédéric Wiseman, qui est réalisateur et qui fait le son lui-même et qui le fait bien. Donc voilà, il n'y a pas... après, ça dépend des projets, ça dépend... Après, il y a des besoins spécifiques. Vous faites du film sous-marin, il va falloir un cadreur sous-marin au minimum. Vous pouvez rajouter un droniste. Vous pouvez... Enfin voilà, tout dépend des besoins et spécificités du film. Vous pouvez avoir un traducteur, un consultant technique si vous êtes sur quelque chose de particulier. Vous faites un film, je sais pas moi, sur le cheval. Vous avez peut-être besoin d'avoir un consultant technique avec vous qui va vous aider. J'en sais rien. Tout dépend des projets. Et niveau matériel, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure.
Le matériel minimum, c'est d'avoir une caméra, un trépied et de quoi faire du son. Voilà, sans ça, c'est difficile. Alors le trépied, il y en a qui le zappent, mais c'est pas ma vision des choses. Pour ça, je dis que pour moi, c'est du matériel obligatoire. Caméra, son, trépied. Après, vous pouvez rajouter, en fonction de vos besoins, des stabilisateurs, des gimbals, drones, de la lumière, si vous avez besoin de rajouter de la lumière. Enfin, vous pouvez imaginer. Pour le son, Benjamin, Oui. c'est souvent des HF, c'est ça, des petits micros qu'on accroche. Là. Ouais, alors là aussi, ça va dépendre de votre sujet et puis de votre équipe. Si vous n'avez pas d'ingénieur du son, c'est effectivement la meilleure solution, c'est de mettre un micro-cravate sur votre personnage principal et d'avoir sur la caméra le micro d'ambiance. Voilà, si vous êtes tout seul, c'est souvent le meilleur moyen. Après, l'ingénieur du son, c'est lui qui va décider de la meilleure façon de faire. En général, ce qu'il fait, il va mettre plusieurs micro-cravates sur les personnages et il va en plus percher avec un micro-perche, ce qui lui permet d'aller chercher le son en fonction de ce que filme la caméra. En général, un bon ingénieur du son, c'est quelqu'un qui a le sens de l'image. C'est quelqu'un qui connaît bien les caméras, qui connaît les objectifs. Moi, j'ai connu des ingé sons qui ont regardé l'objectif que j'avais et étaient capables de me dire exactement ce que je voyais, sans avoir mis les limites du cadre, en tout cas. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, mais... Donc, il va percher de façon... il va aller chercher le son de façon intelligente, si c'est un bon ingénieur du son. D'où l'intérêt d'avoir un ingénieur du son. C'est compliqué le son, hein. C'est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire qu'on peut juste mettre un micro et dans bien des cas, ça va suffire et ça va fonctionner. Par contre, dès que ça devient un peu compliqué, dès que ça marche plus, ça devient très compliqué et là, il faut vraiment l'expérience de... On a l'impression qu'il ne faut rien, l'ingénieur du son, parce que souvent, ça se passe bien, mais dès que ça devient un peu compliqué à gérer, et c'est vraiment l'expérience qui parle. Donc, à ne pas négliger le son, parce que le son, on ne triche pas, hein, c'est-à-dire que l'image, si elle n'est pas top, ça peut passer. Le son, s'il est inaudible, s'il est pourri, c'est insupportable. Donc, moi, c'est le premier poste que je suis prêt à financer. Hein. Je préfère avoir un ingénieur du son qu'un deuxième cadreur, c'est évident. Hein. Oui. Donc, voilà. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Il y a des fois aussi, pour des raisons liées au sujet, il peut y avoir qu'une personne. Mais dans ces cas-là, en général... Aussi. Comment ? Surtout pour le budget, parfois, il n'y a pas de moyens. Souvent pour le budget, voilà, et parce qu'on ne peut pas la payer, parce qu'il y a des déplacements et qu'on ne peut pas payer plusieurs billets, parce que... voilà. Mais... et puis parce qu'il y a des fois... on va filmer dans des endroits exigus où on a besoin d'une intimité avec la personne et que deux, ça peut casser cette intimité. Hein. Des fois, hein, quand vous êtes sur des sujets sensibles et que, je sais pas, imaginez que vous fassiez l'interview de quelqu'un qui a été violé et qu'elle doit se livrer, on va chercher un cadre intimiste et avoir un minimum de gens. Voilà. Donc, mais dans ces cas-là, le micro-cravate, ça le fait. Parce que vous allez chercher un endroit calme, qu'il n'y a qu'une personne, que vous avez le temps de vérifier que le son fonctionne, et qu'en principe, une fois que ça fonctionne, vous n'avez plus à le gérer. Une question, Benjamin, par rapport au micro-cravate. Oui. Une fois que tu l'as posé sur le personnage, les informations de son arrivent où exactement ? Il y a un petit enregistreur, c'est ça ?
Alors, c'est variable, ça dépend ce que tu veux faire. Un micro-cravate, c'est un émetteur et un récepteur. Mm. Donc, l'émetteur, tu le mets sur ton personnage, Ouais. il reçoit le son et il va l'émettre sur ton récepteur. Et ton récepteur, tu le branches à ce que tu veux. Le plus simple, c'est de le brancher sur la caméra si c'est possible. Ok. Comme ça, tu as un son synchrone. Si tu peux pas, tu le mets sur un enregistreur externe à part et il faudra au montage refaire la synchronisation. Ça veut dire qu'il faut de toute façon quand même que ta caméra prenne du son. Ouais. Parce que la synchronisation va se faire avec le son. Ça veut dire que la caméra doit être pas trop loin du personnage pour si on veut Voilà. Faut qu'elle prenne du son, un son témoin que tu n'utiliseras pas, mais qui sera d'assez bonne qualité pour permettre la synchronisation. Ou alors, il faut faire un clap à l'ancienne. Ouais. On en fait encore. Hein. On en fait encore des claps, parce que c'est ce qui marche le mieux. Donc, un clap avec les mains, hein, il suffit de... Ouais. Ça. Ah, c'est nul. Pas avec le truc, là. Mais pour moi, ce que j'aime bien, la configuration que j'aime bien quand je travaille avec un ingénieur du son, c'est qu'il m'envoie le son sur la caméra. En fait, lui, il enregistre sur sa mixette. Toutes les mixettes, aujourd'hui, on a un enregistreur intégré. Et il m'envoie via un récepteur sans fil, branché sur ma caméra, le son synchrone. Comme ça, on a le son qui est synchrone sur la caméra et on a un backup, lui, sur son enregistrement. Souvent, d'ailleurs, il peut enregistrer les différents micros, s'il a plusieurs micros séparés. Et donc, si on a un problème au montage, on peut aller chercher ces sources-là. Ah oui. C'est intéressant si aussi si vous avez une caméra qui n'a pas un très bon préampli, comme c'est souvent le cas des DSLR. Le son, en fait, va être très compressé sur votre caméra. Donc, si vous voulez avoir un son parfait, vous utilisez l'enregistrement de l'ingé son. Voilà. Je dis pas de bêtises, Mourad. Non, c'est ça. Voilà, en tout cas, moi, c'est la config que j'aime bien avoir quand c'est possible. Ok, bon, on va continuer. Alors, les critères d'un excellent scénario de documentaire, c'est une bonne question. Moi, je peux vous dire ce que je sais, ce que recherchent les diffuseurs par expérience et ce que je recherche moi en tant que producteur quand on me soumet un projet. Évidemment, on cherche une bonne histoire. En premier lieu, c'est ça qu'on veut, c'est une bonne histoire. Une bonne histoire, c'est quoi? C'est d'abord un personnage qui projette, donc un personnage charismatique, d'une part, hein, donc pas un personnage qui dégage quelque chose. Et il faut qu'il ait un objectif, parce que sinon, s'il n'a pas d'objectif, il n'a pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à raconter. Donc, d'abord, un bon personnage, charismatique, avec un objectif. Il faut qu'il se passe des choses, il faut ce qu'on appelle des péripéties. Hein. C'est quand je dis une bonne histoire, c'est au sens large, hein, c'est pas que pour le documentaire. Donc, des péripéties, il faut qu'il se passe des choses. S'il ne se passe rien, vous n'avez rien à raconter, donc il va falloir qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des... il ne faut pas que ce soit un long fleuve tranquille, quoi. Hein. Si vous avez juste à tirer un fil, c'est pas bon. Donc, parce que souvent, c'est souvent le problème dans le documentaire. On se dit, oui, bon, moi j'imagine, ok, j'imagine un peu mon film, mon personnage, voilà ce qui va se passer. Et puis la réalité fait que ça ne se passe pas comme on l'a imaginé. Et là, on est perdu. Ben non. Heureusement que ça ne se passe pas comme on l'a imaginé. Ça veut dire qu'il se passe des choses. Donc, le personnage, il devait faire telle chose, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? On va raconter ça. Ok, on devait raconter qu'il allait faire telle chose. Il ne le fait pas. Eh bien, racontons qu'il ne le fait pas. Et pourquoi? Et qui le fait? Et vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter et ça veut dire qu'il se passe des choses. Si tout se passe comme prévu,
finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, vérifiez que vous êtes... Quand je reçois une histoire comme ça, vérifiez qu'il y a un potentiel de péripéties possibles. Sinon, voilà. Par exemple, il y a des films sur un événement, sur un concert ou sur un spectacle. Bon, si c'est juste filmer le spectacle, normalement, il se passe bien. Donc, ça va pas être très intéressant. Par contre, s'il y a un enjeu, est-ce que les gens vont réussir à monter le spectacle si le film c'est ça, parce que c'est pas des professionnels, ou parce que on fait appel à des handicapés, ou parce que ceci, cela, là il y a un enjeu et on peut se dire qu'il va y avoir des péripéties. Et puis il faut une vraie fin. Quand on voit arriver un projet qui n'a pas de vraie fin, ça Mourad en a déjà parlé, c'est pas bon. Si on voit que parce qu'à un moment donné, il faut que le film se termine, et il faut qu'il se termine de façon cohérente, logique, et la fin, c'est ce qu'on garde. Donc, si dès le départ, on ne sait pas où on veut aller, avec quelque chose qui clôture bien, ça veut dire que tout le reste du film ne sera pas bon. Il va manquer de cohérence, il va manquer de logique, de fluidité. Voilà. Donc, dans une bonne histoire, c'est les 3 points que je vais vérifier. Ce que je demande pour un documentaire aussi, c'est qu'il y ait un vrai message, c'est que l'auteur porte un vrai message, qui soit à la fois personnel, un message personnel, mais aussi qui ait un caractère universel, parce que si ça parle qu'à vous, donc voilà, c'est là où la note d'intention est importante dans un projet. Et puis, un scénario documentaire, c'est une vision d'auteur, hein, ça rejoint le message, mais c'est une vision d'auteur, c'est pas du reportage, quoi. Oui. Pas de l'information, c'est pas du... c'est quelqu'un qui porte un regard et qui va transmettre ce regard, qui a quelque chose à dire, quoi. Benjamin ? Oui. Ça veut dire que quand tu écris ton scénario, tu imagines, comme tu as dit, ton histoire, c'est ça, tout simplement. Le début, le milieu et la fin. Ensuite, après, une fois que tu filmes, ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour proposer en tout cas aux financiers, tu prépares ton truc et tu crées ton histoire, tout simplement. Même si ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Évidemment, par rapport, ça je le dis pas parce que c'est pas dans les critères, mais pour créer ton histoire, ça sous-entend que tu as fait une recherche avant, une recherche documentaire. Pour ça, on appelle ça un documentaire. Tu as fait une recherche documentaire sur ton sujet, qui te permet d'en parler, qui te permet d'imaginer ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Bon. Donc, tu as fait des repérages, tu as fait... voilà, c'est là, je dirais, la différence avec la fiction, quoique, même en fiction, une recherche documentaire est utile. Ouais. C'est mon sujet, ouais. Donc voilà. Mais donc pensez bien à ces éléments-là, une bonne histoire, et aussi négligez pas le message et ce que vous êtes. En fait, la vision d'auteur, c'est ce qui fait que ce film doit être fait par vous. Quelle valeur ajoutée vous allez apporter vous? Pourquoi on doit vous faire confiance, vous, pour faire ce film, et que finalement, pourquoi, ok, ton scénario il est pas mal, mais on va le donner à quelqu'un d'autre. Enfin, et il va pas une bonne idée, mais voilà. Donc non, qu'est-ce que vous apportez? C'est ça qu'on a envie. On va pas simplement faire un film, simplement raconter l'histoire. On mise aussi sur un auteur. Hein. Alors,
justement, toujours dans ces questions de comment présenter son projet, hein, que ce soit là, une télévision, un diffuseur, une plateforme en ligne, un producteur, parce qu'en général, c'est le premier qu'on démarche. Alors, selon la personne à qui on s'adresse, le projet, vous allez présenter le projet un peu différemment, selon aussi le stade auquel vous êtes du film. Mais bon, d'une manière générale, il faut rédiger un résumé du film. Voilà. Cherchez pas à faire trop long au départ. Faites court. D'abord parce que les gens, ils n'ont pas le temps de lire 15 pages. Ils veulent avoir une idée très vite du film et quelque part faire une première sélection rapidement. Donc, soyez efficace dans votre première présentation. Donc, un petit résumé du film qui raconte le film dans sa globalité, dans les grandes lignes. Voilà, ça dépend du film et de la longueur du film, mais entre une demi-page et une page, quoi, hein, un truc assez court, mais relativement complet. Faites un pitch. Un pitch, c'est votre histoire en 1 ou 2 phrases. C'est l'histoire d'un tel qui fait telle chose. Et qui place éventuellement le contexte rapidement. C'est le pitch, c'est le discours d'ascenseur, hein, c'est-à-dire que vous êtes bloqué avec le diffuseur dans l'ascenseur. Vous avez juste le temps de 3 étages pour lui expliquer le film que vous voulez faire. Et lui donner envie d'en savoir plus après. Hein, mais souvent, c'est le temps que vous avez. Hein, et donc, tout de suite, et puis c'est ce que... faut penser que les gens à qui vous allez vous adresser vont devoir eux aussi convaincre et vendre votre film. À commencer par le producteur. Donc, il faut lui donner des éléments. Et un pitch, c'est quelque chose qui peut mémoriser très vite et donc réutiliser. Faites une présentation aussi du personnage principal. Montrez que c'est un personnage qui est charismatique, qui a des choses à dire, qui est intéressant, voilà. Parce que, encore une fois, s'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire. Donc, tout de suite, si vous montrez, oui, il y a un personnage qui est top, ça veut dire que le film a du potentiel. Et puis, faites une autre intention, encore une fois, pour expliquer quelles sont vos intentions, votre message, qu'est-ce que vous allez apporter. Donc ça, c'est, je dirais, les éléments minimums dans un petit dossier qui va faire 2 pages, 3 pages, un truc court, bien aéré, bien structuré, pour que la personne puisse aller vite chercher l'information dont il a besoin. Donc, n'en faites pas trop. C'est-à-dire que vous partez pas dans la rédaction d'un long scénario de 25 pages, vous donnez tous les détails, d'abord parce que les gens ne le liront pas au début, ils le liront après. Si votre premier jet les a intéressés, ils vont dire « Ah, maintenant j'ai envie d'en savoir plus ». Mais si vous leur donnez directement ça, ils ne le liront pas, ils n'ont pas le temps, pas le courage. Et surtout, il faut que vous leur laissiez de la place. Que ce soit un producteur, parce que le producteur a une ligne éditoriale, il a une vision aussi. C'est pas simplement un logisticien ou un financier. Donc, il faut lui laisser de la place pour rentrer dans le film. Et puis, il a une connaissance de son marché. Donc, il faut qu'il puisse se dire, OK, ton projet est intéressant, il va peut-être falloir l'adapter pour qu'il fonctionne avec le marché que je connais. À partir de là, je vais pouvoir le présenter à telle ou telle chaîne. Et pareil pour le diffuseur. Le diffuseur, il aime bien mettre sa patte, il aime bien orienter un peu les choses, dire écoute, oui, ça m'intéresse, moi j'ai une case qui correspond à ça, mais il va quand même falloir que tu appuies sur tel et tel aspect. Ton projet, ce qui m'intéresse,
c'est tel élément, tel aspect. Tu as dit dans ta note d'intention que tu voulais faire ça. Ça m'intéresse, je voudrais que tu le développes. Si vous avez tout écrit de manière trop structurée, trop pas structurée, mais trop détaillée, trop blindée, ça va être compliqué d'aller le changer. Pour les autres, mais pour vous aussi. Parce que vous aurez investi dans quelque chose et se dire ah bah oui, mais ça change tout. Donc voilà, il faut être capable de laisser de la place aux autres pour qu'ils puissent aussi rentrer dans le projet. Et puis, vous demandez, normalement, le producteur, c'est son boulot, il va vous dire, écoute, très bien, maintenant, voilà ce que je voudrais que tu écrives, dans quelle partie je voudrais que tu développes, voilà comment il faut qu'on fasse. Et donc, il faut pouvoir rester souple, sans perdre son projet de vue. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire... Les gens vont avoir tendance à projeter leur propre film sur votre projet. Donc, pas tomber non plus dans ce piège-là, rester dans vos projets initiaux à vous, mais être capable d'intégrer les autres. Parce qu'un film, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Donc voilà. Pour faire simple, hein, pour répondre à ça, avoir quand même un élément écrit où chacun peut se raccrocher. La personne va lire le pitch. Ah ok, je sais de quoi ça parle. Ça m'intéresse, tiens, je vais aller lire le résumé. Du coup, pour en savoir un peu plus. Ou oui, d'accord, c'est intéressant, mais est-ce qu'il y a un personnage? Oui, il y a un personnage, ok, il a l'air intéressant, mais ok, très bien, mais qu'est-ce que vous avez à dire? C'est très bien, vous me présentez un film, mais est-ce que vous en avez sous le pied, en fait, vous, en tant qu'auteur? Donc voilà. Voilà les éléments qu'il faut donner. C'est bon, c'est clair pour vous? Ça répond un peu à vos questionnements, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous, à juste titre, hein, qui vous turlupine un peu de savoir comment présenter les choses. Ouais, c'est très clair. Ok. Juste une question. Oui. Pour monter dossier CNC, Oui. est-ce que ça va être la même chose? Différent? Grosso modo, oui. Grosso modo, ça va toujours être à peu près la même chose. Après, le CNC a des attentions. Alors, ça change, hein, faut faire attention. Mais avant, le CNC, vous demandait un truc blindé au niveau bien détaillé au niveau du scénario, puis ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas le lire. Ils ont multitude de projets. Aujourd'hui, ils limitent. Hein, ils vous demandent un certain nombre de pages, je ne sais plus combien, mais c'est très court. Hein, peut-être 6 ou 7 pages, je ne sais plus, mais enfin assez court. Donc, il ne faut pas avoir un peu trop long. Par contre, ils vont être très attentifs à tout ce qui est note d'intention, note de réalisation, sur la manière de faire le film. Parce que le CNC veut promouvoir le film d'auteur, la création. Donc, il faut faire attention. Sans doute qu'il y a des mots qu'il faut éviter le mot interview, parce que ça fait très reportage. Les Québécois utilisent le mot entretien. Pourquoi pas voilà. Montrer qu'on a vraiment une vision d'auteur pour le CNC, qu'on est vraiment... Après, il y a aussi tout un dossier financier hein, sur le CNC, là, j'en parle pas, mais de toute façon, qui normalement est le rôle du producteur. Hein, mais le problème, il est là, c'est qu'on part chez le CNC en tant qu'auteur, et la production, elle vient après. Donc, tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a différentes aides hein, au CNC. Il y a des aides qui sont plus axées sur l'auteur, des aides à l'écriture, des aides... Donc là, une aide à l'écriture, vous n'allez pas produire un scénario, puisque l'idée, c'est de... Alors, oui. Je sais pas, je crois que l'aide à l'écriture n'existe plus. Aujourd'hui, c'est une aide... Si l'aide à l'écriture existe encore... Développement. C'est le développement qui n'existe plus, c'est une aide à la préparation. Je crois. Non, au développement.
où ils ont mélangé les deux, je crois, maintenant. Voilà. Ouais. Mais donc il y a des aides qui peuvent être déposées par l'auteur, mais généralement, les aides à production, c'est normalement une production qui dépose. Alors vous pouvez vous autoproduire, mais vous faites autre. Voilà. À ce moment-là, vous vous déposez en tant que producteur. Donc normalement, les aides à la production, c'est la production qui dépose. Parce que d'ailleurs, je crois qu'il faut avoir un statut des SARL minimum. Hein. Ah ouais. Je vais vérifier tout ça parce que ça fait longtemps, ça a pu changer. Je sais que ça a pas mal bougé en ce moment. Il y a des choses un peu bizarres d'ailleurs qui sont en train de mettre en place. Donc je vais regarder tout ça. Je pense que je ferai quelque chose d'ici quelques mois et je vous soumettrai pour les aides du CNC. Mais voilà. Mais grosso modo, le principe est toujours le même, c'est d'avoir de toute façon ces éléments-là plus ou moins détaillés, plus ou moins. Mais on est toujours un peu dans le même type d'éléments nécessaires pour présenter un projet. Ouais. Voilà. Voilà, ça je pense c'est la dernière question, qui est une question un peu ouverte. Donc en dehors du fait que effectivement un documentaire ça porte sur des faits réels, quelle est la différence fondamentale entre le film de fiction et le film de documentaire? Ça c'est un sujet que je traite assez souvent. J'ai pu faire, par exemple, j'ai fait 2 vidéos sur le projet Ultreya, vous pouvez les voir. Et je suis en train de préparer une vidéo là que je vais sortir bientôt sur le faux documentaire. Donc tout ça traite effectivement de la relation qu'il peut y avoir entre le film documentaire et le film de fiction, les différences qu'il peut y avoir. Bon, différents éléments de réponse. Hein. On peut répondre de différentes manières. On peut dire que dans le cas de la fiction, tout est faux. Et dans le documentaire, tout est vrai. On peut résumer les choses comme ça. En théorie, c'est ça. Après, en pratique, c'est pas aussi simple, mais en théorie, c'est ça. On peut aussi opposer le réalisme à la réalité. Le réalisme, pourquoi? Parce que dans la fiction, le problème, c'est pas de raconter des choses vraies. Le problème, c'est de raconter des choses crédibles. Il faut que ce soit réaliste, que les gens y croient, même si c'est fou, même si c'est improbable. Si on arrive à faire en sorte qu'ils y croient, le film va fonctionner. C'est le cas des films fantastiques, avec de la sorcellerie, avec des trucs qui se passeraient dans des univers qu'on ne connaît pas. On s'en fout que ça existe vraiment ou pas. À partir du moment où c'est crédible, où on y croit, ça fonctionne. Pour nous, le documentaire, c'est différent. On s'inscrit dans une réalité. Alors j'ai mis réalité au pluriel parce que qu'on ait bien conscience qu'il n'y a pas de réalité absolue. Hein. Chacun amène sa propre réalité. Et c'est tout le propre du documentaire, c'est de proposer une réalité. Mais on part bien du réel. On est bien en train d'exploiter le réel et on propose sa vision du réel. Donc on n'est pas dans un problème de réalisme. Donc moi, si je dois donner une définition courte et forcément trop courte, hein, mais bon, on va dire que la fiction, c'est l'art de raconter une histoire imaginaire, donc une histoire qu'on aura créée, imaginée, alors que le documentaire, c'est voir une réalité et la donner à voir. Donc c'est voir et donner à voir une histoire, parce que c'est bien de ça dont on parle toujours d'histoire, mais qui cette fois est réelle. On ne l'a pas imaginé, l'histoire, elle existe, elle est réelle. Voilà. Pour moi, si je dois résumer ce qu'est un documentaire, c'est ça, voir et donner à voir une histoire réelle. Donc voilà un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. J'ai juste une question. Ouais. Si tu parles du passé,
Ça reste du réel. Oui, parce que tu parles d'une histoire qui s'est réellement passée. C'est encore plus facile puisque tu sais qu'elle s'est passée. D'accord. D'accord? C'est plus facile dans le concept. Je dis pas que c'est plus facile à faire. Ça a des difficultés propres. Mais oui, ça s'est réellement passé. Donc voilà. Maintenant, comme tu es un auteur, tu vas apporter toi aussi ta vision de ce passé-là, ton interprétation à toi. Parce qu'on a tous une interprétation, notamment sur des faits historiques. Tu peux parler à différents historiens, ils ne vont pas avoir forcément la même interprétation d'un fait historique. Globalement, ça sera la même chose, mais avec des nuances qui seront propres. Voilà, c'est l'humain. Et donc, c'est aussi ce qu'on attend de toi en tant qu'auteur, que tu amènes ton interprétation, ta vision. Donc voilà, ça fonctionne aussi avec le passé. C'est bien voir et donner à voir une histoire réelle. On n'est pas entre les deux, du coup. On n'est pas entre la fiction et le réel. Bah, la fiction, tu vas raconter une histoire imaginaire, même si tu utilises une histoire réelle qui s'est passée. Ton souci, ça n'est pas d'aller raconter exactement ce qui s'est passé, mais de t'inspirer de ces éléments-là, de prendre ceux qui te paraissent les plus intéressants, les plus romanesques, donc ils vont apporter quelque chose à ton histoire, et puis tu vas t'arranger avec la vérité historique pour que tu aies une histoire qui soit intéressante, pour mettre les émotions que tu veux, pour mettre voilà. La fiction ne s'embarrasse pas forcément une vérité historique, même dans les cas de biopic, etc. Il y a des choses qui sont pas forcément. On va caractériser un peu plus les personnages, on va les exagérer, on va. Je sais pas. On a vu récemment un biopic sur la vie sur Elton John. Bon. Par exemple, on présente sa mère comme quelqu'un d'assez dur avec lui. Je pense que dans la réalité, ils ont fait un documentaire derrière, dans la réalité, elle n'était pas aussi dure que montré dans le film. Je pense, j'en sais rien, hein, mais pour le film, c'était bien. Alors que le film, a priori, est validé par Elton John. Donc, c'est juste parce que la fiction a des besoins et on s'arrange avec la réalité parce que ça n'est pas le but, ce n'est pas voilà, c'est pas le documentaire. Le documentaire, lui, il va chercher à raconter effectivement une réalité historique avec un point de vue, avec une vision, une interprétation, mais on reste quand même sur des faits historiques réels. Sinon, c'est plus du documentaire. Ouais, donc, du coup, c'est un choix, en fait. Le fait est c'est plus facile de faire une fiction. Ah, c'est plus, oui. Ouais, c'est plus facile, ouais. Sur les faits historiques, c'est plus simple de faire de la fiction parce que tu fais ce que tu veux, quoi. Bah, t'es pas embêté, on va pas venir te dire mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Documentaire, si tu racontes des conneries, Oui, c'est plus dur, c'est ça, bien sûr. voilà. On va t'autoriser à avoir une interprétation des choses et d'orienter, d'avoir un point de vue. C'est un peu comme l'information. Vous prenez la presse, vous avez des journaux de gauche, des journaux de droite. Vous avez l'information, elle est présentée sur un point de vue qui est orienté, mais elle est vraie. Enfin, elle est censée être vraie. Donc, documentaire, c'est un peu ça. Donc, c'est plus facile de rendre donc, une fiction que. Dans une certaine mesure, oui. Ouais. Documentaire, c'est une forme. Oui, on raconte une histoire, mais avec beaucoup de contraintes, beaucoup plus que la fiction. Ouais. Mais c'est ce qui rend aussi la chose intéressante. C'est c'est le réel devient une espèce de pâte à modeler qu'on va essayer de modeler, mais on est obligé de faire avec cet élément-là, alors que la fiction, elle va aller chercher d'autres matériaux si elle le veut. Elle ne va pas se contenter de.
de cet élément-là. Ça serait un faux documentaire. Ouais. Ce qui est un genre qui existe, et bien justement, j'en parle dans ma prochaine vidéo. Donc vous verrez ça. Le faux documentaire. Et donc, ça répond aussi que fondamentalement, pour moi, en réalité, il n'y a pas de différence entre le documentaire et la fiction, hormis tout ce qu'on vient de dire, bien entendu. Mais d'un point de vue purement fondamental, c'est quelque chose c'est très similaire. D'ailleurs, des fois, on passe de l'un à l'autre, la frontière n'est pas simple. Et justement, dans le faux documentaire, c'est pas évident. Pourquoi il n'y a pas réellement de différence? Parce qu'on a en fait les mêmes objectifs. D'abord, c'est de raconter une histoire, dans les deux cas. Et ensuite, d'aller proposer, faire passer un message et d'aller proposer une vision du monde. La fiction fonctionne de la même manière. Elle porte aussi un message, elle propose une vision du monde, sauf qu'elle utilise, on va dire, l'imaginaire et le divertissement pour le faire. Moins de risques. Moins de risques, bien entendu, oui. Mais pas forcément moins d'engagement. Hein. Il y a des films de fiction qui sont très engagés. Hein. Ouais. Mais sur le fond, déjà, je pense que la relation avec les films, déjà, elle est plus souple. Si tu parles d'un sujet partir, c'est déjà plus simple. Oui, non mais sur les moyens, bien sûr qu'il y a des différences, et sur les moyens qu'on met en œuvre, pas seulement les moyens financiers, hein, mais il y a effectivement plus de souplesse à partir du moment où on peut tout se permettre, on peut tout imaginer, on peut bien entendu. Mais fondamentalement, pour moi, il n'y a pas trop de différence. On est dans un médium qui fonctionne de la même manière. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, il y a beaucoup moins de différence entre le documentaire et la fiction qu'entre le documentaire et le reportage. Il y a de la mise en scène déjà dans la fiction. Tu as plus de mise en scène. Dans le documentaire, tu n'as pas de mise en scène. Tu prends tout à chaud. Enfin voilà, il y a ce côté, effectivement, cinéma en place d'emblée. Détrompe-toi, il y a de la mise en scène dans le documentaire. Il y a fatalement de la mise en scène. Alors, c'est pas forcément la mise en scène comme on l'entend en fiction, encore que tu peux. Ça aussi, ça dépend des réalisateurs. Il y a plus ou moins de mise en scène, mais dans tous les cas, tu as quand même forcément une mise en scène parce que tu dois bien extraire un élément de réalité, et la façon dont tu le fais, le choix que tu fais, tout ça, c'est de la mise en scène. La façon de... Elle est minime, elle est juste pour ajuster un petit peu le tir pour rentrer dans le plan qu'on veut, rentrer dans la scène qu'on a écrite, qu'on a décrite. Mais non, parce que tu dois de toute façon choisir, décider de ce que tu vas filmer. Je te donne un exemple. Hier, j'ai été filmer on avait un truc simple. On a un personnage, un militaire qu'on doit filmer, et qu'on devait présenter. On veut le filmer dans une réunion professionnelle, et puis après faire une interview. C'est simple. On filme la réunion, puis après on fait l'interview. Ok. Mais quand même, il se pose des questions. Comment je fais ça? Est-ce que déjà pendant la réunion, est-ce que je focalise bien sur la personne, ou qu'est-ce que je vais montrer de la réunion par rapport à ce que j'ai besoin de dire? Ensuite, j'ai l'interview à faire du gars. Mais je la fais où, l'interview? Dans son bureau, à l'extérieur, dans la cour, dans la salle de réunion où il était.
Et puis comment je l'introduis? Est-ce que je pars directement? Bon, en l'occurrence, on l'a fait dans son bureau. Est-ce que directement on rentre dans son bureau, enfin il est assis à son bureau, puis paf, on y va? Ou est-ce que j'essaie d'introduire un petit peu? J'ai fait pas beaucoup, mais j'ai fait quelques plans, par exemple, où on voit, comme c'est un militaire, on était dans un camp militaire, on le voit déambuler dans le camp, parce que je me dis, je sais pas si je l'utilise au montage, mais je me dis, ça peut être intéressant pour moi, quand même, d'avoir quelques images avant d'introduire l'interview, parce que ça risque d'être un peu brutal, quoi, et puis de le voir un petit peu aussi, sa qualité de militaire, c'est peut-être aussi pas simplement d'être dans un bureau, donc de voir évoluer dans le camp, voilà. Ça veut dire que là, fatalement, à un moment donné, je lui dis, je suis obligé de faire la mise en scène. Parce que même si le trajet qu'il fait est réel, je suis obligé de lui dire, attends, je voudrais filmer ça, donc on va le filmer comme ça, tu pars là, tu vas là, tu vois, tu es obligé à un moment donné et le fait même de décider que tu vas filmer ça, c'est de la mise en scène. Oui, mais ça c'est propre au documentaire, tu vois. Oui. Et ça, tu ne l'écris pas. Alors que dans une fiction, tout ça, c'est déjà écrit à l'avance. Bah, tu l'écris pas, tu peux l'écrire. Si au moment de l'écriture, tu détermines que ça vaut le coup de le faire, tu l'écris. Mais De la même manière qu'en fiction, faut pas croire, tu as une grosse partie de la mise en scène qui est faite, qui est improvisée sur le tournage. Il y a ce Oui, qui est même écrit. si on... Pardon, vas-y. Oui, non, vas-y. Oui, c'est vrai que même si on ne sait pas comment ça va se passer exactement, on peut rêver le scénario, on peut rêver l'histoire, on peut rêver comment ça va se passer. Complètement, oui. Oui, complètement. Non, là, tu as une mise en scène, toujours. Simplement, de décider où tu fais ton interview, c'est une mise en scène. Et quand tu peux l'écrire, tu l'écris, parce qu'effectivement, tu l'as anticipé, tu l'as rêvé, et puis au moment du tournage, tu vas continuer ta mise en scène. Il y a des choses auxquelles tu n'auras pas pensé, ou le réel va te proposer d'autres choses qu'il va falloir mettre en scène. Donc ce côté mise en scène, il faut l'assumer dès le départ, parce que sinon, c'est compliqué. Et à chacun, d'oser cette mise en scène, de se fixer ses limites. Il y a des réalisateurs de documentaires qui sont très, très directifs, qui vont tout diriger comme une fiction. Et puis, il y en a qui essaient d'être le moins interventionniste possible. C'est mon cas, j'aime bien ne pas trop intervenir, mais il y a des fois, on est obligé. Voilà. là, ça dépend des sujets, en fait. Ça dépend des sujets, ça dépend des styles, ça dépend. Voilà, il n'y a pas de. Chacun fonctionne un peu différemment et a sa manière de raconter une histoire. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'on truque. Hein. Oui, non, mais oui. Voilà. Non, mais moi, c'était par rapport, parce que il est toujours sur l'écriture, tu vois, parce que quand tu dois raconter le réel, après, tu passes à la mise en scène. Forcément, dans le réel, tu ne vas pas appliquer, tout ne va pas coller, correspondre à 100%. Dans une fiction, tout doit coller à 100% à ce que tu as déjà écrit, en fait. Donc, tu as un peu plus dire. Alors, même en fiction, tout ne colle pas à 100%. Enfin, j'exagère, mais c'est bon. Oui. Pour moi, donc, tu as toujours un décalage entre le projet écrit et le projet réel. Et c'est vrai que... je vais peut-être arrêter de partager l'écran. C'est vrai que le décalage est plus grand forcément en documentaire. C'est par la nature des choses, c'est comme ça. Mais c'est pareil, ce décalage, il est souhaitable et il faut l'assumer. Il est souhaitable que ce soit en fiction ou en documentaire.
on me prend toute la tête sur l'écriture en documentaire, qu'ensuite, justement, à ce niveau-là, on a plus de soucis, tu vois. On te comprend pas bien là. Voilà. À l'écriture, tu as plus de soucis dans le documentaire que dans la fiction. C'est pas les mêmes soucis. Alors, tu as des soucis de base qui est les règles de dramaturgie qui sont les mêmes. On raconte une histoire, donc que ce soit en fiction ou en documentaire, c'est les mêmes. Après, c'est vrai que je te dis, la différence, c'est que la fiction elle va s'inscrire dans un certain réalisme, alors que le documentaire elle s'inscrit dans une réalité. Donc c'est là où les soucis sont différents. En fiction, tu peux quand même pas tout faire. Parce que tu as des limites. Déjà, tu as des limites budgétaires à un moment donné. Ouais, tu peux dire que tu as 300 000 Indiens qui attaquent je ne sais quoi. Bon, ça va avoir des répercussions financières, ça, tu vois. C'est possible. Mais à un moment donné, on va te mettre des limites. On va dire, bon, t'es gentil, mais là, on n'a pas le budget. C'est trop compliqué, ou ce que tu veux. Mais c'est possible. Alors qu'en documentaire, on est lié à ce que la réalité offre. Donc, le domaine des possibles est différent. Donc, c'est là où les contraintes diffèrent. Mais il y a des contraintes pour les deux. Hein. Donc, sur certains aspects, c'est évidemment plus facile en fiction. Mais c'est aussi plus compliqué, c'est que il faut que la réalité va rien te proposer. Donc il faut effectivement que tu prévois tout. Alors que ce qu'il y a de magique en documentaire, c'est que le réel est plus fort que toi. Il a plus d'imagination que toi. Donc c'est pour ça que moi je parle de piège à réel, c'est-à-dire que c'est ça un documentaire, c'est d'essayer de mettre en place des pièges pour capter ce que le réel a à te donner. Et là, il se passe parfois des choses magiques où le réel te propose des choses que tu n'aurais pas imaginé, même d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue... voilà. Donc c'est ça que j'aime bien avec le documentaire, c'est que tu peux toujours espérer mieux. Ce qui n'est pas le cas de la fiction. Si, tu peux espérer que les acteurs vont t'amener quelque chose à leur univers et qu'ils vont sublimer les choses, mais tu auras quand même ce que tu as imaginé au départ. Ouais, c'est plus encadré en fait. C'est pas dès le départ. Voilà. Donc, c'est une difficulté en soi pour la fiction de Moi, je trouve savoir. que c'est simple en fiction que le doc tout court, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus Voilà. C'est différent. Je ne sais pas, vous en pensez quoi les autres sur cette différence entre le film de fiction et le documentaire? Mais par rapport à ce que tu disais, oui, ça me faisait penser au cinéma vérité, même le cinéma vérité de Jean Rouge. Il faisait il pensait des mises en scène énormément en amont, quoi. Et il faisait ces pièges à réel dont tu parles. Donc, ouais, c'est toujours là, et les contraintes aussi peuvent devenir des ressources. Et cette magie du réel, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et en tant qu'auteur, ça nous fait évoluer sur le concept, mais surtout sur autre chose. Tandis qu'en fiction, on peut, pendant le travail, pendant le processus de réalisation, réfléchir sur le concept, mais pas forcément capter le réel et se changer soi-même, en fait. Et donc changer le message aussi à la fin. Et alors ça, c'est un bon état d'esprit ce que tu as dit, c'est de en fait faire en sorte que les contraintes soient des ressources. Voilà, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. J'en parlais un peu tout à l'heure, hein, mais c'est ça. Et sinon, on peut être vite désorienté. Alors que non, c'est effectivement la puissance du réel, c'est d'aller toujours un peu nous bousculer, nous proposer d'autres choses. Donc, il faut utiliser ces contraintes-là.
Voilà, je sais pas. Sinon, vous avez d'autres questions? Non, moi Moi, non. je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la fiction et au documentaire. J'ai fait 3 ou 4 fictions et on doit quand même faire confiance et attendre des acteurs qui donnent ce que toi tu as envie qu'ils donnent. Et c'est pas tout le temps le cas. Même si tu as préparé le truc 1 mois à l'avant, 2 mois à l'avance, c'est pas tout le temps le cas. Alors que le réel, c'est vrai que c'est autre chose. Tu peux pas savoir. Et tout ce que tu peux avoir, ce sera forcément mieux parce que ce sera quelque chose auquel tu t'attendais pas. Et pour l'histoire, la narration, tout ça, c'est vraiment très bien. Ouais. Donc oui, je pense que le documentaire, c'est quand même plus intéressant au niveau des surprises qui t'attendent. Oui. Oui, oui, puis c'est... Pour moi, on a un peu aussi la même différence que... Vous savez, quand vous voulez construire une maison, soit vous partez d'une page blanche, construisez la maison, soit vous rachetez une maison qui existe, et puis vous la rénovez, vous essayez de l'améliorer. Mm. L'avantage d'une maison qui existe, c'est que vous pouvez que l'améliorer. Donc vous avez cette satisfaction de se dire, je pars de quelque chose d'existant, et je vais essayer de l'exploiter au mieux. Et donc ça, c'est un peu le documentaire. On a un réel, et on va essayer de l'exploiter au mieux. Alors ça fait peur aussi, parce qu'on se dit, ben, ça dépend, voilà, peut-être que je ne saurais pas l'exploiter, mais bon. Et si on part d'une page blanche, ben, comme en fiction, on a tout à créer, et ben, on va faire des erreurs, forcément. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y aura forcément des erreurs. Il y aura des erreurs. Voilà. Alors qu'on peut avoir l'illusion dans le documentaire qu'on va faire du mieux possible avec ce qu'on nous propose. Après, on fait des erreurs aussi. Hein. Faut pas... Alors, ce qui est bien aussi, Benjamin, c'est que pour les documentaires, euh, c'est assez rare, en tout cas, ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare qu'on prépare les choses avec les personnages. On peut les préparer, hein. Seulement, ils feront comme ils veulent après. Tu vois, j'ai déjà commencé à faire un petit repérage avec les jeunes, les adolescents, et je les ai préparés. Hein. Mais après, une fois qu'ils devaient répondre aux questions, ben, ça allait ailleurs. Ça restait dans le thème, hein, mais ça allait sur autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Alors que les acteurs, soit ils le font mal, soit ils le font bien, mais pas autant que tu le voudrais. Et même si tu prépares, ben, quelquefois, c'est pas ce que tu veux. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Donc, le documentaire, tu peux pas vraiment en préparer, mais tu peux attendre des choses différentes et des choses qui peuvent être pas mal. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Complètement vrai. Bon, très pointu, je veux dire, bon, c'est vrai quand tu travailles avec des gens qui n'ont pas l'habitude forcément d'être devant la caméra tout le temps, il y a des dérives, c'est vrai. Donc, Mais justement, Mourad, c'est ça qui peut être intéressant. Le fait qu'ils ne soient pas habitués justement à la caméra, ben, justement, c'est ça qui est bien parce que on va le ressentir. Mm. Quand on va voir le film, on sentira que c'est du réel, c'est du vrai. Ouais, voilà. Ils sont pas en train de jouer, tu vois. Mm. Et alors que le film, là, vraiment, on sent que, ben, même si c'est crédible, comme tu disais, Benjamin, tout à l'heure, même si c'est crédible, mais on peut sentir que c'est joué. Et puis, parfois, ça gêne un peu. Alors que le documentaire, ben, si par exemple, comme Benjamin disait, si c'est une femme qui s'est fait violer et qui veut être en intimité avec la caméra et le caméraman, et ben à ce moment-là, ben, elle va se livrer. Elle va se livrer tout simplement. Et parfois, ben, quand c'est des sujets très importants comme ça, eh ben, les larmes vont couler sans même que personne s'y attende. Et voilà. C'est ça qui est intéressant aussi, surtout. Le fait qu'ils ne soient pas habitués à la caméra. Donc je pense que de toute façon, on les prépare, hein, mais ils ne sont pas habitués. C'est ce qui va donner un peu de force, je pense, au documentaire, normalement. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Après, de toute manière, la fiction, quand tu travailles effectivement avec des vrais acteurs, peut avoir un résultat qui tient la route. Mais forcément, là, je te parle de fiction. Mais bon, maintenant, si tu travailles avec des gens que tu as juste pris comme ça, et avec qui tu as travaillé peut-être une semaine, un mois,
ou 2 mois, bon, forcément, tu vas avoir des surprises. Ça, c'est évident. Et je suis d'accord avec toi, bon, le réel ne va pas changer les choses parce que le réel va rester du réel. Donc l'action que tu l'auras jamais avec une fiction. Ça, c'est évident, je suis d'accord. Disons que tu as des... On va chercher la même chose, hein, on va chercher à avoir des émotions dans les deux cas. La différence, c'est quand tu arrives à les avoir en documentaire, c'est des émotions qui sont vraies. Et donc, Elles sont forcément plus fortes. elles sont forcément plus fortes. Voilà. Alors qu'en fiction, tu les prépares, ces émotions, tu les travailles pendant des semaines. Et parfois, comme tu disais, Mourad, même si c'est des acteurs professionnels, parce qu'on le voit aujourd'hui dans le cinéma français, il y a des grosses productions, et pourtant les films ne sont pas terribles. Et pourtant, ils ont payé cher, les acteurs sont connus, etc. Et malgré ça, on n'a pas réussi à avoir ils n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient, j'imagine, parce que le film ne rend pas, ne donne pas d'émotion, il manque quelque chose. Et c'est ça le problème. Parce qu'on prépare l'émotion et il y en a qui n'arrivent pas à le transmettre. C'est un peu le problème des Américains, le problème des Français par rapport aux Américains qui travaillent l'acteur studio à 100%. Et en France, les cours Florent disent qu'il ne faut pas vraiment être à 100% parce que sinon, après, il y a des conséquences sur la personne. Et forcément, il y a le résultat. Aujourd'hui, on voit très bien. Sont à 100% comme les Américains le sont, soit on est à moitié comme on est, et forcément le résultat il est là. De toute façon, le documentaire, on sait que c'est un documentaire, donc on sait que c'est du réel, donc ce qui va en sortir, tout de suite, c'est du 100%. Ouais. La fiction, d'emblée, nous impose du faux, une mise en scène déjà, mais qui est préparée de A à Z. Donc, on peut pas. Bon, tu peux faire une fiction, là, mélanger les deux. Bon, après, c'est très compliqué. Donc, Non, mais là où tu as raison, j'aurais pu le dire d'ailleurs, c'est une des différences, qui n'est pas forcément une différence fondamentale, mais qui est une différence entre le documentaire et la fiction, c'est le contrat qu'on passe avec le spectateur. Oui. Parce qu'on est dans un cas où on dit moi je te propose du faux, et dans l'autre on te dit moi je te propose du vrai. Donc c'est pas le même contrat avec le spectateur. Et le spectateur, il est au courant en fait quand il va visionner le film. Il sait ce qu'il va voir, il sait qu'il va voir du faux, il sait qu'il va voir du vrai. Par contre, quand il va voir du faux, il veut que ce faux lui soit crédible, tu vois, et qu'il ressorte de la salle de cinéma satisfait. Et il ne faut pas qu'il sorte et qu'il se dise j'ai payé pour rien parce que c'était pas crédible. Et alors que le documentaire, bon, il n'y a pas vraiment il y a pas cette question à se poser en fait sur le documentaire. On y va, on sait que c'est du réel, et voilà, c'est tout. Alors que la fiction, c'est autre chose. Il y a d'autres questionnements. C'est ça. Et moi, je pense que la fiction s'appuie beaucoup sur l'écriture. Et donc, on ne va pas acheter comme ça des gens, je pense, au hasard, pour telle et telle scène. Donc, c'est beaucoup travaillé. Ouais. À la base, d'emblée, dans une fiction. Ça dépend du sujet. Mais... Après, la différence aussi, c'est justement, vu qu'on a une différence de contrat avec les gens, ça implique aussi une différence d'implication du spectateur dans le film. C'est pour ça que la fiction, quand même, est généralement plus plébiscitée, parce que ça demande aucune participation, quasiment aucune participation du spectateur. Il consomme. Et si c'est bien fait, il rentre dedans, il va ressentir les émotions, tout ça, c'est très bien, mais il consomme le truc. Donc c'est plus facile, c'est plus abordable. Quand on va pour regarder un documentaire, même moi, qui baigne dedans et qui adore ça, ça demande dès le départ de faire l'investissement, de faire de l'effort, de dire ok, je vais regarder, je vais rentrer dans l'histoire, et parce que c'est du réel, parce que ça va... Il peut y avoir un certain nombre d'implications. Voilà. Et j'avoue que des fois, j'ai juste envie de me divertir et donc de regarder
C'est là où la fiction est plus adaptée, si tu veux. Ouais. Alors qu'un documentaire, notamment un bon documentaire, va t'amener à réfléchir, va t'amener à te poser des questions, va t'amener à avoir une implication intellectuelle, émotionnelle, qui fait que... c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien que le format standard tourne autour des 50 minutes, 1 heure, parce que Trop intense. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et ce qui explique que les gens, enfin que la fiction sans doute est quelque chose de plus populaire, plus répandu, plus facile à. Mais le documentaire a une puissance que les gens reconnaissent et quand on arrive à les emmener, c'est-à-dire que c'est plus difficile à rentrer dedans. Il faut demander un petit courage pour se dire allez, on regarde le documentaire. Mais généralement, si le film est bien fait, quand t'en sors, t'es content de l'avoir vu. T'as une Ouais, satisfaction. si c'est bien fluide et tout ça, et ça fait un peu en mode aventure, péripétie, franchement, ça passe hyper vite, je trouve. Ça Ouais. fait un peu comme une fiction, mais sauf que on parle de faits réels, quoi, au final. Donc c'est divertissant. Enfin, moi, j'ai déjà regardé des films documentaires, j'adorais. C'est genre une aventure, quoi. Ouais, il faut que ce soit divertissant d'ailleurs. Hein, sinon, Mm. encore une fois, c'est d'abord une bonne histoire. Ouais. Et ça, fiction documentaire, il faut une bonne histoire. Et c'est pour ça que même en fiction, tu peux te planter en ayant beaucoup de moyens, des bons acteurs, tout ce que tu veux. Si à la base, tu n'as pas une bonne histoire, Ouais. ça va être compliqué. Voilà. Après, il y a des gens qui arrivent à te faire passer un bon moment, mais avec une histoire médiocre, mais c'est pas inoubliable, quoi. Et ça sera la conclusion de fin. Merci à vous. Ok, Merci. merci. Je vous souhaite bon courage dans vos projets et surtout, lâchez pas. Merci beaucoup, Benjamin.